Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Micros de la Science, le podcast de Science Action Normandie qui décrypte avec vous les questions scientifiques qui font l'actualité dans notre région. Aujourd'hui, nous vous proposons de décrypter les secrets de l'hydrogène, cette molécule un peu particulière qui agite les méninges des chercheurs comme des industriels. L'hydrogène est d'ailleurs mis à l'honneur à l'Atrium jusqu'au 9 mai 2021 dans le cadre de l'exposition Luminopolis, percer les mystères de l'énergie en Normandie. Dans cet épisode, nous accueillons Aude Humbert, chef de projet H2V Industrie, une entreprise qui développe et construit des usines de production massive d'hydrogène, et David Honoré, enseignant-chercheur au laboratoire Coria à l'INSA Rouen, en charge d'un projet de recherche qui s'intéresse à la valorisation énergétique de l'hydrogène. Avant d'entrer dans le vif du sujet, présentation de cette molécule. L'hydrogène, c'est le plus simple et le plus abondant des éléments de l'univers. C'est aussi le principal composant des étoiles. Lorsque deux atomes d'hydrogène s'assemblent, ils forment la molécule de dihydrogène, un potentiel énergétique énorme qui pourrait, entre autres, révolutionner le secteur des transports. Par abus de langage, on emploie le terme d'hydrogène, mais c'est bien la molécule de dihydrogène dont il est question. Malgré l'abondance de l'hydrogène, il en existe très peu directement exploitables sur Terre. Bien souvent, l'atome d'hydrogène est associé à d'autres atomes pour former diverses molécules comme l'eau H2O. Pour pouvoir exploiter le potentiel énergétique de l'hydrogène, il va donc falloir utiliser des procédés chimiques qui auront pour objectif de le séparer des autres atomes auxquels il serait lié. Et la Normandie dans tout ça. Déjà bien implantée dans le paysage de la recherche et de l'industrie, la Normandie participe aussi au développement des nouveaux usages de l'hydrogène. Depuis 2018, le plan Normandie Hydrogène intègre toute une diversité d'acteurs du territoire pour renforcer la place de l'hydrogène dans la transition énergétique. Aude, David, bonjour. Merci d'avoir bien voulu participer à cette émission. Ce que je vous propose dans cette première partie, c'est que vous vous présentiez votre parcours, votre métier, ce que vous faites. Bonjour, et alors merci pour l'invitation. Donc je suis Aude Humbert, je suis chef de projet développement chez H2V Industrie. Alors derrière ce titre un petit peu obscur, mon métier en fait, c'est donc de développer une usine de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau qui s'appelle H2V Normandie. Et développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire faire, superviser, organiser toutes les études préliminaires qui sont nécessaires à la création d'une usine de ce type, obtenir les autorisations administratives, expliquer le projet à toutes les parties prenantes, les services de l'État, le grand public, les associations environnementales, les élus locaux, rendre le projet viable en le raccordant aux différents réseaux, aux différents gestionnaires de réseaux, que ce soit pour l'électricité, pour l'eau, pour le gaz. Et donc je supervise tout ça avec bien sûr de l'aide à la fois chez HEV et avec des partenaires. Je me suis intéressée à l'énergie un petit peu par hasard au fur et à mesure de mes stages et expériences. J'ai complété ensuite ma formation avec un master en économie de l'énergie pour être plus compétente dans ce domaine-là, dans ce secteur qui est à la fois très vaste, assez complexe et passionnant. Et j'ai ensuite travaillé pour différents grands groupes avant d'arriver chez H2V. Et vous, David? Bonjour, David Honoré, je suis enseignant à l'INSA Rouen-Normandie et chercheur au laboratoire Coria, qui est un laboratoire du CNRS. Dans ce laboratoire, moi, je mène des recherches sur les nouveaux concepts et nouvelles applications en combustion pour chercher à développer, à comprendre des régimes de combustion pour obtenir des procédés de combustion qui soient stables, maîtrisés en termes d'efficacité énergétique pour limiter les émissions des flammes. Donc nous on mène plusieurs projets de recherche sur la combustion de l'hydrogène et dans une approche de transition sur la combustion de mélange de méthane représentatif du gaz naturel jusqu'au 100% hydrogène. Avec ces essais expérimentaux dans ces régimes de combustion, on va les étudier par des diagnostics optiques pour être certain de ne pas perturber la flamme qu'on va étudier. Et puis on va aller mesurer les paramètres physiques qui nous sont importants pour nous, la température, la vitesse locale, comment un gaz va se mélanger avec le comburant, avec l'oxygène. Tous ces types de mesures que nous, on fait, on analyse ces résultats pour espérer mieux comprendre cette combustion, cette flamme, et mieux comprendre comment elle va se comporter quand on va aller de la transition du méthane vers l'hydrogène. Notre approche de recherche académique, c'est d'apporter une meilleure compréhension de ces phénomènes physiques. Et après, cette compréhension, elle est utile pour nos partenaires industriels qui, eux, utilisent ces résultats pour améliorer leurs procédés, améliorer le brûleur ou trouver un brûleur qui va être complètement souple et qui va fonctionner aussi bien qu'on utilise du gaz naturel ou l'hydrogène de demain. Toutes ces recherches se font sur le territoire normand. Exactement. Nous, notre laboratoire est situé sur le campus du Madrier, dans l'agglomération de Rouen. À l'occasion de cet épisode, on a interrogé des élèves de seconde du lycée André Malraux de Gaillon dans l'Eure qui nous ont fait parvenir leurs interrogations concernant l'hydrogène.
Donc ce sera un peu la colonne vertébrale de cet épisode. Je vous propose qu'on les écoute tout de suite. Comment est produit l'hydrogène? Comment on le conserve? Y a-t-il des dangers à utiliser du dihydrogène dans le moteur? Est-ce qu'un moteur à hydrogène coûte plus cher à produire qu'un moteur à essence? Quelle est la différence du temps de construction entre un train habituel et un train fonctionnant avec de l'hydrogène? Serait-il envisageable de créer des bateaux qui se servent de l'hydrogène dans les eaux pour avancer? Quel est le prix d'investissement pour un tel projet? Quel est l'intérêt de faire des transports à hydrogène? L'utilisation de ce genre de transport sera-t-elle durable? Est-ce que c'est écologique? Donc là, on se retrouve avec des questions un peu brutes, d'un point de vue complètement néophyte d'élèves de seconde qui se posent des questions un petit peu sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'hydrogène, notamment dans les transports. Je ne sais pas si vous avez envie de répondre déjà à une des questions qu'on a pu entendre. On peut peut-être aborder la question dans l'ordre, puisque comme vous l'avez dit, en fait, l'hydrogène, la molécule d'hydrogène n'existe quasiment pas sur Terre. Donc il faut d'abord la produire, et en fait, il y a plusieurs voies de production de cette molécule d'hydrogène. Après, avant de l'utiliser au final, il faut aussi être capable de la stocker et de la distribuer. Là, c'est des choses aussi qu'on peut aborder, puis après, peut-être, de la désapplication. Moi, j'ai une première question qui n'a pas été posée par les élèves, mais pourquoi est-ce que c'est la molécule de dihydrogène qu'on utilise pour ces applications énergétiques et pas l'atome d'hydrogène? En fait, à l'état stable, si on n'a que de l'hydrogène, elle est sous cette forme diatomique, cette forme moléculaire, l'hydrogène. Et où est l'énergie dans cette molécule? Elle est intrinsèque à cette molécule, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, si on arrive à faire réagir de l'hydrogène avec de l'oxygène, et donc, par exemple, brûler cet hydrogène, on va produire de la vapeur d'eau, mais on va produire aussi de la chaleur. Et là, il y a un intérêt à utiliser cette ressource énergétique. Donc finalement, le vrai problème de l'hydrogène, c'est d'en trouver ou d'en fabriquer, d'en avoir finalement, c'est ça? C'est d'en fabriquer sous cette forme de dihydrogène, à partir d'un composé qui, lui, aura des atomes d'hydrogène. Il va falloir les dissocier et faire en sorte de créer les méthodes de production, puisque David a effectivement montré qu'il y avait différentes façons de le produire. Il y a, alors, dans les molécules qui contiennent de l'hydrogène, il y en a beaucoup. Je vais insister sur deux parce que c'est aujourd'hui les deux méthodes dont on parle le plus. Il y a bien sûr l'eau, H2O, et puis il y a tout ce qui est molécules à base, les molécules qui composent les hydrocarbures, dont par exemple le méthane. Méthane, c'est CH4, donc H4, c'est l'hydrogène. Donc aujourd'hui, l'utilisation d'hydrocarbures pour fabriquer de l'hydrogène, c'est la méthode la plus répandue, la plus commune, puisque dans le monde, je crois que c'est 96% de l'hydrogène qui est produit à partir d'hydrocarbures, parce que c'est quelque chose qui est connu, qui est relativement peu cher, et qui finalement, dans les raffineries, est une étape obligatoire et automatique, puisque pour raffiner les essences, il faut enlever en partie l'hydrogène, les sulfures, etc. Et donc, puisqu'on enlève de l'hydrogène et qu'on le récupère, on a produit l'hydrogène finalement. Le problème principal de cette méthode, bien sûr, c'est que CH4, l'autre molécule finalement, l'autre atome, c'est C, donc du carbone, qui vient se recombiner avec l'oxygène pour former du CO2. Donc, qui dit production d'hydrogène à partir d'hydrocarbures, dit émission de CO2. Alors que quand on produit l'hydrogène à partir d'eau, à partir d'H2O, finalement, on ne produit que de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de recherches et de projets aujourd'hui, d'applications qui parlent plutôt d'hydrogène par électrolyse, donc d'hydrogène à partir d'eau, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est le cas des projets qu'on développe nous, pour essayer d'augmenter la part de cet hydrogène produit à partir d'eau dans le secteur de l'hydrogène en France et dans le monde. C'est intéressant cette façon de produire de l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau. C'est quelque chose qu'on sait très bien faire actuellement. Alors, la technologie en soi, oui, est connue, pareil, depuis très longtemps, a été utilisée dès le début du XXe siècle. Donc, la technologie en elle-même n'est pas nouvelle. En revanche, bien sûr, il y a des améliorations qui continuent d'être faites sur les technologies, les techniques exactement utilisées, les matériaux, les équipements. Voilà, ça, c'est une large part des choses pour essayer de décarboniser la production d'hydrogène. Il y a d'autres façons, puisque j'ai parlé d'hydrocarbures et de CH4, mais on peut aussi faire du CH4 de synthèse.
Et dans ces cas-là, on peut produire de l'hydrogène sans que ce soit forcément à partir d'hydrocarbures, si on s'appuie sur de la biomasse, par exemple. Des choses comme ça. Où là, c'est aussi du méthane, finalement, du CH4, mais qui n'est pas puisé dans les ressources finies de la planète. D'accord. Après, la problématique de rejet de carbone sera toujours présente dans cette optique, non? Alors oui, mais on est dans un cycle, une D'accord. boucle qui est beaucoup plus courte. Finalement, c'est pas du CO2 qui est stocké et qui est ensuite relâché. C'est une boucle, entre guillemets, fermée. Après, effectivement, l'intérêt de l'électrolyse, c'est qu'il n'y a pas du tout de carbone à partir du moment où l'électricité qu'on utilise, puisqu'on utilise l'électricité pour venir casser la molécule d'eau, si cette électricité est produite à partir d'énergie renouvelable et pas à partir d'hydrocarbures, parce que sinon, on n'a fait que déplacer le problème des émissions de CO2. Oui, ce serait le serpent qui se mord un peu la queue. C'est ça. D'accord. Si jamais on utilise quand même un hydrocarbure, et par exemple du gaz naturel, du méthane, pour produire cet hydrogène, comme l'a dit Aude, on va arriver à la fin avec une part d'hydrogène et une part de CO2, de dioxyde de carbone. Et on sait que ce dioxyde de carbone, si on le remet dans l'atmosphère, eh bien, c'est un gaz à effet de serre et aussi notamment un des composés responsables du réchauffement climatique. Donc il faut limiter les émissions de dioxyde de carbone. Une voie aussi qui est envisagée pour la production d'hydrogène, c'est de rester sur ce schéma d'utilisation d'un hydrocarbure et à la fin de séparer l'hydrogène du dioxyde de carbone et de capter ce dioxyde de carbone et de le séquestrer, par exemple, dans un réservoir souterrain, un ancien réservoir de gaz naturel, après un forage, ce type de choses. Donc là, on produit bien de l'hydrogène et on n'émet pas de dioxyde de carbone. Ceci dit, on utilise quand même une ressource d'hydrocarbures, qui pourrait être aussi un autre combustible fossile, et là se pose le problème des ressources de produits fossiles. Donc on peut faire ce type de choses. On va déjà limiter les émissions de dioxyde de carbone, mais il faut aussi aller vers l'électrolyse de l'eau, comme l'a dit Aude, parce que là, au moins, on sait que ça va être une ressource, c'est une voie alternative à l'utilisation des ressources fossiles qui sont forcément limitées. Et c'est pour ça qu'on dit que l'hydrogène, c'est aussi déjà une solution, c'est pas la seule, mais c'est une solution alternative. Alternative dans le sens alternative aux ressources fossiles qui, elles, sont limitées. Aujourd'hui, on utilise surtout l'hydrogène dans l'industrie chimique et pour la fabrication d'engrais. Depuis quand est-ce qu'on parle de ces applications énergétiques et depuis quand ça intéresse les chercheurs et les industriels? Alors au niveau des chercheurs, je pense que vu votre sujet de thèse, je vais vous laisser reprendre la main, David, puisque l'hydrogène énergie, finalement, sa première utilisation, c'est justement dans les fusées, donc depuis un certain temps déjà. C'est vrai que l'hydrogène, c'est vraiment principalement utilisé dans les fusées, c'est clair, hein, avec l'hydrogène et de l'oxygène. Et puis aussi, c'était aussi un combustible qui était utilisé avant. Quand on avait, avant le gaz naturel, quand il y avait des usines à gaz qui permettaient à partir d'une ressource type charbon ou de produire un gaz manufacturé, ce qu'on appelait le gaz de ville, et bien dans ce gaz de ville, il y avait déjà une grande proportion d'hydrogène. Puis ensuite était distribué dans le réseau de l'époque et puis qui terminait dans la flamme de la gazinière ou dans la flamme de la chaudière. Donc, c'est une ressource qui effectivement existe depuis longtemps. Mais ceci dit, ce sont ces nouvelles voies de production d'hydrogène et donc alternatives, renouvelables et de fait décarbonées. C'est ça qui redonne un grand regain d'intérêt sur cette utilisation énergétique de l'hydrogène. Effectivement, en fait, il y a eu, on a oublié qu'on a beaucoup utilisé l'hydrogène fut un temps parce que les méthodes de production et les ressources utilisées ont changé. On a pu raffiner davantage, on a cessé d'utiliser du charbon, on a eu accès à un gaz naturel de meilleure qualité, etc. Ce qui fait qu'on a finalement évacué l'hydrogène, renvoyé vers ces applications industrielles qui, elles aussi, existent depuis longtemps. Et on revient aujourd'hui, comme le dit David, sur un regain d'intérêt avec des nouveaux modes de production et des nouveaux usages qui se développent de plus en plus avec les transports et la pile à combustible. Justement, vous parliez des nouveaux usages. Ça nous permet de faire une bonne transition pour commencer à aborder l'hydrogène dans le cadre des transports, qui est un peu notre thématique du moment. Comment est-ce qu'on conserve l'hydrogène dans une voiture et comment est-ce qu'on fait rouler une voiture à l'hydrogène finalement? Alors pour le conserver, donc le stocker, et dans une voiture, par exemple, il faut un stockage mobile.
D'accord. Donc en fait, c'est tout simplement un réservoir, on va dire un réservoir de gaz, exactement le même type de réservoir que nous, on a aussi dans nos laboratoires de recherche. Quand on étudie, qu'on utilise de l'hydrogène, on a ces grandes bouteilles de gaz à haute pression. Le gaz est sous pression, c'est exactement la même chose qu'il va y avoir dans un réservoir de voiture. C'est ça. Alors, en fait, quand on parle aujourd'hui de moteur à hydrogène, c'est un raccourci. Il faut bien voir qu'en fait, quand on parle de véhicule à hydrogène, le moteur en lui-même est un moteur électrique. Simplement, au lieu d'être alimenté depuis une batterie, comme sur les voitures électriques telles qu'elles existent actuellement, ce moteur est alimenté par une pile à combustible. Et la pile à combustible, en fait, c'est l'inverse d'un électrolyseur. Un électrolyseur, c'est une cuve dans laquelle il y a de l'eau et on vient faire passer un courant électrique qui vient séparer la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. Dans la pile à combustible, c'est l'inverse. On a de l'hydrogène et au contact de l'air ambiant dans lequel il y a de l'oxygène, on vient refabriquer de l'électricité et de l'eau. Et cette électricité est ensuite envoyée vers le moteur électrique. Donc en fait, un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique dans lequel la batterie est remplacée par un réservoir d'hydrogène et une pile à combustible. Et ensuite, effectivement, ce réservoir d'hydrogène, il peut avoir différentes... on peut stocker l'hydrogène de différentes façons, sous pression, de manière relativement classique finalement, dans des voitures, etc. Si on a vraiment besoin de volumes beaucoup plus importants, si on commence à parler de trains ou de bateaux, on peut envisager de le stocker sous forme liquide, mais c'est plus compliqué, plus complexe. Et il y a également des recherches, alors qui ne sont pas encore à un niveau industriel, mais des recherches pour le stocker sous forme solide dans des hydrures. Comme l'a dit Aude, sur l'aspect liquide, c'est vrai, l'intérêt c'est quoi? C'est que le problème de l'hydrogène, c'est que c'est un gaz très léger. Donc dans un volume donné, on va mettre peu de quantité de masse d'hydrogène. Donc on va le mettre sous pression, mais il va y avoir une limite quand même. Donc on a plus intérêt en termes de capacité de stockage d'hydrogène de le faire en liquide. Mais là, comme l'a dit Aude, il faut que ça nécessite beaucoup d'énergie pour maintenir. Pourquoi? Parce que c'est à très basse température. On est à moins 253 degrés pour que l'hydrogène soit maintenu dans cette phase liquide. Donc ça suppose de maintenir cette très 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 basse température et donc ça a un coût énergétique. C'est ce qui est fait dans les fusées. Et pour les voitures qui circulent sur la route, vous parliez de gaz sous pression. Il y a la question du risque d'avoir du gaz sous pression dans un engin roulant. Et c'est une question qui est ressortie parmi celles posées par les élèves. Alors, est-ce qu'il y a des risques ou plus de risques par rapport à un moteur à explosion? Alors, plus ou moins de risques, c'est compliqué de répondre en fait. C'est-à-dire que dans ces notions de plus ou moins, il n'y a pas de mesure et c'est difficile de mesurer en fait ce qui est plus risqué ou ce qui est moins risqué pour des choses qui sont pas forcément tout à fait comparables. Ceci étant, il y a des risques, oui, comme il y a des risques sur un moteur électrique qui sont identifiés, bien connus, sur lesquels il y a quand même déjà des études et des simulations qui ont été faites, notamment en France par l'INERIS, qui est le spécialiste sur le domaine, et qui montrent qu'en fait, alors, c'est à la fois l'atout et l'inconvénient de l'hydrogène. David l'a mentionné, c'est un gaz très léger. Qui dit très léger, dit également que quand il y a une fuite, ça s'évapore très vite. Ça se diffuse très vite dans l'atmosphère. Donc en fait, à l'air libre, le risque est mitigé par cette diffusion très rapide et facile de l'hydrogène. Et pour aller un tout petit peu plus loin, je laisserai David rentrer un peu plus dans les détails de ce risque et de la gestion de ce risque. Mais quoi qu'il arrive, en France dans l'Union européenne, pour qu'un véhicule circule, il faut qu'il soit certifié. Et donc, cette certification passe bien sûr par une évaluation de ce risque, par des simulations d'accidents, avant de décider si oui ou non on autorise ces véhicules à rouler. Donc, les véhicules qui roulent ont été certifiés, garantis, non pas sans risque, parce que le risque zéro n'existe pas, bien sûr, mais avec un risque acceptable, donc maîtrisé. Et effectivement, là, ça utilise en fait toute l'expérience de la maîtrise des risques industriels, puisque c'est vrai que l'hydrogène est beaucoup utilisé comme matière première dans l'industrie. Et donc, il y a tout ce savoir sur la gestion des risques quand on utilise de l'hydrogène qui est aussi utilisé dans le cadre du transport. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais il y a un risque qui est maîtrisé quand on utilise de l'hydrogène dans un réservoir d'une voiture. Et qui passe par le choix des matériaux, par des vannes, des systèmes de
différents systèmes de maîtrise et de surveillance, etc. Dans l'industrie, l'hydrogène qui est utilisé est également sous pression. Voilà, on revient là-dessus. Cette gestion du risque lié à l'hydrogène, elle est connue. Il s'agit de l'appliquer à des nouveaux usages, à d'autres mécanismes. Mais c'est des choses que les industriels savent faire. Oui, c'est quelque chose qu'on sait faire, puisqu'on l'a fait aussi avec Tout à fait. le moteur à explosion. La gestion du risque, on l'a fait avec ce moteur. Si on était capable de le faire avec le moteur à explosion, on est aussi capable de gérer ce risque pour un autre type de moteur. C'est juste que ces moteurs sont un petit peu nouveaux, donc ça peut faire un petit peu peur, puisque c'est de la nouveauté. Mais la gestion du risque, on sait le faire depuis bien longtemps, finalement. C'est ça. Et en fait, on vit tous avec des situations de risque à différents endroits, à différents moments et à différents niveaux. Simplement, on y est habitué, donc on n'y fait plus forcément attention. Mais voilà, on vit tous avec un niveau de risque, c'est certain, y compris, comme vous le dites très bien, dans un véhicule classique à essence avec un moteur à explosion. Pour le petit point historique sur l'histoire des voitures à hydrogène, en France, depuis 2014, il y a des véhicules à hydrogène qui circulent. Il me semble qu'il y a surtout deux technologies, les véhicules à hydrogène pur, entre guillemets, c'est-à-dire qui fonctionnent uniquement avec des piles à combustible, et les véhicules hybrides mi-moteur à explosion, mi-pile à combustible. D'après vous, quelle est la technologie qui a le plus de chances de se développer ici? Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir des véhicules à hydrogène circuler de manière courante? Sur les véhicules à hydrogène, une problématique, c'est de dire il faut avoir le véhicule qui fonctionne en utilisant de l'hydrogène et avoir un parc de voitures suffisant, mais il faut aussi avoir les moyens de remplir, et donc des stations de remplissage pour ce parc de voitures. Donc en fait, et ça c'est des développements qui sont faits, et notamment ici en région Normandie, de favoriser à la fois le développement de stations de remplissage sur un maillage donné territorial pour, de fait, aussi développer l'utilisation, l'usage, l'emploi de véhicules à hydrogène. Ça, c'est une première limite. Mais une fois qu'on a ça, eh bien, avec une voiture à hydrogène qui va utiliser de l'hydrogène pur, à partir du moment où on arrive à avoir une station de remplissage, on peut faire 500, 600 km avec ce type de véhicule, et puis on va trouver une autre station de remplissage. L'intérêt de l'hydrogène, c'est quoi? C'est que c'est quand même, il n'y avait pas de carbone dans l'hydrogène. Et donc, c'est un vecteur énergétique, c'est une solution qui est de fait décarbonée. À l'endroit où on va utiliser cette ressource énergétique, on va produire de la chaleur et puis peut-être produire de l'électricité. Donc, on n'aura aucune émission d'espèces carbonées. C'est une solution décarbonée. Donc, ça veut dire que localement, à l'endroit où on a cet usage, eh bien, il n'y a pas d'émission de dioxyde de carbone. Donc les solutions hybrides, comme pour les solutions hybrides électriques carburant classique, puisqu'en fait c'est la même chose, simplement, comme je dis, on a remplacé la batterie par une pile à combustible, c'est plutôt des solutions de transition. Le temps que, comme l'a dit David, l'infrastructure des stations de remplissage se fasse, que l'infrastructure de la production d'hydrogène de manière décarbonée, renouvelable, se mette en place également. Le temps aussi peut-être que les contraintes sur les émissions de CO2 des véhicules se renforcent. C'est déjà en cours, donc je fais pas de projection si incongrue que ça. Donc voilà, ces modèles hybrides, ils ont leur intérêt pour accompagner cette transition, pour accompagner aussi les consommateurs qui ont des habitudes et puis le réseau de distribution tel qu'il existe aujourd'hui. Mais je pense qu'à terme, effectivement, les véhicules purement hydrogène auront toute leur place. Mettre une échelle de temps sur ce déploiement-là, c'est très difficile aujourd'hui. Et ça va dépendre de l'évolution finalement de cette démocratisation de l'utilisation de l'hydrogène. C'est ça, de cette démocratisation, des différents prix, des prix à la fois des véhicules, des prix de l'hydrogène, mais aussi des prix des carburants classiques, donc de volonté politique également, de massification de la production, donc aussi des capacités des constructeurs, à la fois des constructeurs automobiles, mais aussi de tous ces gestionnaires de réseaux de stations de distribution à mettre en place et à développer ce qu'il faut. Donc voilà, cette phase-là de massification de la production et de la distribution, c'est toujours une étape délicate dans un écosystème, dans une économie, dans une industrie. On est en plein dedans, au démarrage, et c'est donc voilà, c'est difficile de dire ce sera l'année prochaine, dans 10 ans ou dans 25 ans, mais on est en plein dedans.
Et le développement de cette mobilité et de véhicules de particuliers va pas se faire tout seul, ce développement. Et donc, il va s'accompagner de développement d'autres usages de l'hydrogène. Et c'est en fait parce qu'il va y avoir, on peut penser, le développement d'un grand nombre d'applications de l'hydrogène qui, de fait, va apporter de plus en plus de solutions de production et de distribution un petit peu partout. On parle de voitures, mais aussi il y a d'autres moyens de transport qui sont aussi vraiment intéressés par l'hydrogène et encore d'autres applications de l'hydrogène en dehors du transport. Et toute cette phase de transition fait que finalement, la question de comparer le prix d'un moteur à hydrogène avec un moteur classique actuellement, elle n'est pas vraiment judicieuse, vu qu'on voit qu'il y a du chemin à faire et que c'est pas encore très comparable comme façon de fonctionner. Moi, je pense que ce qui est plus important de souligner, c'est qu'actuellement, on est capable de produire des piles à hydrogène, on est capable de faire fonctionner des voitures. Au-delà d'une histoire de coût, c'est vraiment une histoire de transition, si je comprends bien. Alors c'est ça, mais les deux sont liés. La question du prix, elle est légitime, c'est normal qu'elle se pose. On peut difficilement, en tout cas, demander aujourd'hui à un particulier d'acheter une voiture 3 ou 4 fois le prix qu'il mettrait dans une voiture classique, avec en plus un réseau de distribution de son carburant qui est assez peu développé et un prix de ce carburant qui est pas forcément très compétitif ou en tout cas beaucoup moins cher que le carburant qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc cette question, elle est légitime, mais elle s'accompagne effectivement du complément qui est de dire bah oui, mais on est au début et la marge de progression est déjà énorme par rapport à il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans ou il y a 10 ans et elle va encore progresser. Donc, c'est en chemin, c'est normal que tout le monde en parle parce que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. C'est pas pour autant que le grand public verra ou aura des véhicules à hydrogène dès demain, mais ça va venir et ça peut venir plus vite qu'on ne pense parce qu'au-delà de cette question des coûts, il y a effectivement tout cet enjeu de transition et tous ces éléments-là dont les indicateurs sont au vert autour. Surtout que vous parliez de transition et effectivement, on est vraiment en plein dedans. Quand on regarde un petit peu les actus autour de l'hydrogène, on voit qu'au niveau national, la France elle a engagé un grand plan d'État à 7 milliards d'euros pour développer la filière. Plus proche de chez nous, en Normandie aussi, il y a le plan hydrogène qui concentre plein de projets. D'ailleurs, vous êtes, David, responsable d'un des projets. Il y a aussi la construction d'usines de production d'hydrogène en Seine-Maritime que vous supervisez, Aude. Donc, effectivement, c'est un secteur en plein développement. À propos de l'hydrogène vert, aujourd'hui, je vais revenir sur la question des coûts, mais il me semble que les coûts de production sont encore assez élevés, mais d'après les prévisions, en 2050, ça pourrait être moins cher que le gaz naturel, donc devenir presque un enjeu stratégique, économique important. Est-ce que vous y croyez à cette prédiction ou 2050, ça vous semble encore un peu tôt pour arriver à ce niveau-là? Moi, je peux déjà parler, dans tous les cas, que sur l'hydrogène, en 2050, ce qu'on veut aussi, c'est d'arriver à une société qui soit décarbonée. Et donc, l'hydrogène, en tant que vecteur énergétique, c'est vraiment une solution, puisqu'elle, là encore, comme on l'a dit, l'endroit où on utilisera cet hydrogène, on n'aura pas du tout d'émissions de carbone. Donc, ça veut dire qu'il y a le coût de production tel qu'il existe actuellement, le coût de production qu'on peut estimer, et pour ça, je laisserai peut-être Aude répondre à cette question du futur, mais dans tous les cas, ce sera une solution pour arriver vers une société décarbonée. Alors, pour être très directe et franche, un prix compétitif à 2050, oui, j'y crois. Pourquoi? Alors, je vais revenir sur cette notion de massification. Massification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on produit quelque chose, en l'occurrence de l'hydrogène par électrolyse, en grande quantité, on arrive à réduire les coûts de production de la molécule en tant que telle. Comment on fait ça? Parce que comme on construit les équipements, les électrolyseurs en série, chaque électrolyseur devient moins cher, qu'on peut acheter l'électricité à un tarif aussi qui est plus intéressant parce qu'on va en acheter beaucoup. Donc voilà, il y a ce premier effet qui est l'effet de la massification de la production d'hydrogène par électrolyse qui va baisser les coûts. Aujourd'hui, dans le projet H2V Normandie qu'on développe, l'hydrogène qu'on prévoit de produire est pour l'instant encore plus cher que l'hydrogène fait à partir d'hydrocarbures, mais il est déjà, dans nos projections, moins cher que l'hydrogène produit par électrolyse dans des unités beaucoup plus petites que celles qu'on envisage de faire nous, qui sont déjà des unités de grande taille, de l'ordre de 28 000 tonnes d'hydrogène produit par an, ce qui est quand même pas anodin. Donc déjà, rien que sur une seule usine, en passant à une taille industrielle, à une taille importante, on arrive à réduire ses coûts.
Si en 2050, il n'y a pas une ou deux usines de cette taille, mais une dizaine, une vingtaine, il y a cet effet de massification de la production d'hydrogène vert ou renouvelable ou décarboné, quelle que soit la façon dont on veut l'appeler. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui va accompagner ou permettre cet équilibre des coûts, finalement, cette compétition des coûts entre l'hydrogène vert et l'hydrogène gris, c'est le prix du carbone. Parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce prix du CO2 finalement et de l'obligation pour les entreprises qui en émettent de devoir le compenser, de payer ce carbone qu'elles émettent. Du coup, ce prix du CO2 va venir impacter le prix de l'hydrogène produit à partir d'hydrocarbures forcément, puisqu'il émet du CO2. Le prix du gaz naturel également, qui aujourd'hui est relativement bas. Le gaz naturel, c'est une ressource finie dont le prix fluctue en fonction d'un certain nombre de critères, mais qui est a priori à terme, à un moment donné, destiné à monter, puisque la ressource va se faire de plus en plus rare. Tous ces éléments-là vont faire que, mécaniquement, les prix vont s'aligner. Est-ce que ce sera 2050 ou 2045 ou 2060 ou en étant très optimiste, 2035 ? C'est difficile à affirmer, mais à l'échéance 2050, qui est quand même relativement encore loin de nous, je pense que cette compétitivité entre les deux prix est plus que probable. Oui. C'est des perspectives assez encourageantes. Et est-ce qu'on pourrait, parce qu'il y a de plus en plus de projets qui se montent, il y a la première usine de piles à combustible qui va être ouverte en 2023 dans la région de Bordeaux. Pour de l'info encore plus fraîche, j'ai vu que hier SNCF et Alstom avaient signé pour la construction de 12 TER qui pourraient fonctionner à l'hydrogène. Est-ce qu'on pourrait se projeter dans une société presque 100% hydrogène d'ici quelques décennies? L'hydrogène, on dit que ça fait partie du mix énergétique, c'est-à-dire tout un ensemble, tout un bouquet de solutions qui vont permettre de résoudre le problème de la limitation des ressources fossiles, le gaz naturel, le pétrole. C'est limité, il faut trouver des solutions alternatives. Et parmi ces solutions alternatives, il y a l'hydrogène. Comme on l'a dit, c'est aussi renouvelable, puisqu'on peut utiliser des méthodes de production de l'hydrogène qui vont être utilisées des énergies renouvelables. Et donc, de fait décarboné. Donc, utiliser cet hydrogène, ça sera une des solutions. On a parlé jusqu'à présent, effectivement, de la solution dans la mobilité des voitures. Et vous venez de le dire aussi pour le train. Il y a des trains à hydrogène qui fonctionnent déjà en Allemagne depuis quelques années. Et puis, ce sont ces mêmes trains qui, effectivement, vont avoir de plus en plus en France dans différentes régions. Voilà, après, la notion de 100%, que ce soit 100% électrique, 100% hydrogène, elle a tendance à être trompeuse. Effectivement, le mot important, c'est mix. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas une seule solution. Et je pense trompeur de penser qu'il n'y en a qu'une. Il y en a plusieurs, elles sont complémentaires. Et il faut qu'elles le soient et qu'elles le restent parce que les applications et les besoins sont différents. Après, bien sûr, dans le sens où davantage de transports, et il y a plein de transports qui sont pertinents pour ce passage à l'hydrogène, notamment ce qu'on appelle la mobilité lourde, c'est-à-dire bien sûr les trains, mais aussi les bus et les bateaux à un peu plus long terme. Tous ces véhicules-là ont un intérêt fort à passer à l'hydrogène à plus ou moins long terme, parce qu'il y a encore des développements à faire, bien sûr, mais pour venir effectivement réduire, voire supprimer ces émissions de CO2 liées aux carburants actuels. À Rouen, il y aura un test qui va être fait en 2022 de bus à hydrogène. Et pour le fonctionnement des trains à hydrogène, c'est le même fonctionnement que la pile à hydrogène, c'est ça? C'est ça. Exactement. Et on dit que ce sont des trains bimodes, c'est-à-dire ils peuvent à la fois fonctionner comme un train électrique à l'heure actuelle avec la caténaire, mais si jamais il y a sur un réseau, sur une ligne ferroviaire, il n'y a pas cette électrification, et bien là, le train peut passer en mode hydrogène et poursuivre son chemin. Parce qu'en fait, alors c'est peut-être pas très connu, mais il y a quand même encore un certain nombre de lignes en France qui ne sont pas électrifiées, notamment des lignes TER. Et sur ces lignes-là, on utilise encore du diesel. Donc passer à l'hydrogène, au moins sur ces lignes-là, a un vrai intérêt environnemental, écologique et un intérêt économique, puisque d'après les études qui ont été faites, c'est aujourd'hui déjà moins cher de passer ces lignes à l'hydrogène plutôt que de les électrifier. Pour finir, on a surtout parlé pour l'instant des nouveaux usages de l'hydrogène en termes de mobilité. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où l'hydrogène pourrait avoir sa place
en termes d'application énergétique? Complètement, complètement. Quand on dit de la valorisation énergétique de l'hydrogène, c'est la mobilité légère, la mobilité lourde, comme l'a dit Aude, mais aussi toutes les applications énergétiques qu'on connaît et qu'on peut imaginer en utilisant de l'hydrogène. Une voie de distribution dont on n'a pas encore parlé, c'est aussi de dire, on a en France, on a en Europe, on a dans le monde des réseaux de distribution de gaz naturel qui sont performants, hein, et en France, c'est effectivement le cas. Comment est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces réseaux de distribution de gaz qui vont jusqu'à notre chaudière, jusqu'à notre domicile, les utiliser et mettre de l'hydrogène dans ce réseau-là? Ça, c'est des choses, c'est une autre approche, hein, du stockage mobile, mais c'est aussi des choses qui se font et qui vont chercher à développer, de mettre de plus en plus d'hydrogène dans le réseau. Ça veut dire que se pose la question de le gaz qu'on utilise dans notre chaudière, dans notre gazinière, ou dans un gros four, un four verrier par exemple, qui fabrique des bouteilles. Ce four, pour faire de la fusion de verre, pour fabriquer des bouteilles, on a besoin de très haute température. Donc on va avoir, ça c'est un procédé de combustion. Si au départ, maintenant, il utilise du gaz naturel, et si plus tard, il y a de l'hydrogène dans le réseau, quel va être l'impact de la présence d'hydrogène dans ce four? Typiquement, ça c'est une question de recherche et de développement qui se pose et qu'il faut anticiper, parce que dans ce réseau-là, effectivement, une solution, c'est d'ajouter de l'hydrogène, et il y a des projections qui vont sur des teneurs assez élevées pour cela. Et là, ça va vraiment aussi complètement développer tous les types d'applications qu'on peut imaginer de l'hydrogène. Et d'ailleurs, de manière concrète, parce que ça, effectivement, c'est des éléments qui sont déjà en étude et qui sont également déjà en étude de manière concrète. C'est-à-dire qu'il y a eu un projet, qui s'appelle GRID sur Dunkerque et qui teste justement sur un quartier, toute une zone d'un quartier qui est alimenté par GRDF, donc par le réseau de gaz naturel classique, dans lequel est injecté un taux d'hydrogène qui varie de quelques pourcents à, je crois qu'ils sont montés jusqu'à 20%. Donc pour voir justement comment réagissent les chaudières, comment réagit le réseau, et qui permet d'anticiper ou de prévoir à plus long terme ces nouvelles applications-là. Et si je peux faire encore un tout petit point sur la partie industrie, parce qu'on a parlé des industries classiques qui utilisent l'hydrogène aujourd'hui, donc on l'a dit, l'engrais, la production d'engrais et les raffineries essentiellement. Mais aujourd'hui, l'un des secteurs qui se positionne très fortement sur l'hydrogène et qui est très intéressé par les développements autour de ce gaz, c'est la sidérurgie. Pour faire demain de l'acier, là aussi, qui ne soit plus carboné, ou en tout cas qu'il le soit moins, il y a tout un tas de recherches et de nouvelles méthodes et méthodologies, de nouveaux procédés pour produire de l'acier à partir de nouveaux mécanismes chimiques que je ne maîtrise pas complètement, mais qui utilisent de l'hydrogène. Donc, y compris dans l'industrie, il y a des applications et des recherches à faire sur les applications de l'hydrogène. Effectivement, au-delà dit sur ce test à 20% dans un mélange avec le gaz naturel, il y a aussi des essais qui sont menés vraiment partout dans le monde, jusqu'à aller jusqu'au 100% hydrogène. Il existe déjà maintenant des chaudières domestiques qui fonctionnent avec de l'hydrogène pur, et des tests qui sont menés sur des parties de réseau qui sont complètement isolées, et de regarder ce qui se passe si ce réseau-là fonctionne à 100% d'hydrogène. Donc ça, c'est une application domestique de chaudière et de distribution. Il y a aussi des applications industrielles, comme je l'ai déjà mentionné. Et là, la question se pose vraiment dans l'industrie manufacturière. J'ai parlé de la verrerie, ça va être vrai dans d'autres secteurs de l'industrie lourde, on va dire, qui utilisent des procédés à haute température et donc de la combustion. Là se pose vraiment la question de quel va être l'impact de la transition vers l'hydrogène. Et cet impact-là, il va être sur la flamme en elle-même, la stabilisation, et ça va être sur comment cette flamme va transférer sa chaleur au produit qu'on veut chauffer, et puis aussi, ça va être sur les émissions de cette flamme, qu'elles soient polluantes ou pas, de maîtriser les émissions de ces produits de combustion. Typiquement, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure de nos activités, c'est vraiment le cœur de nos activités en ce moment de recherche et de développement, et ça avec des partenariats industriels sur ces problématiques d'utiliser de l'hydrogène comme, alors je ne dis pas nouveau combustible, mais combustible, vous l'avez compris je pense, alternatif, renouvelable et de fait décarboné. En conclusion de ce podcast, ce qui ressort, c'est que cette molécule d'hydrogène, c'est une vraie porte ouverte finalement à la décarbonisation, que ce soit de nos filières industrielles, que ce soit de notre façon de consommer l'énergie domestiquement ou de la mobilité même. C'est ça, et c'est l'une des pièces essentielles dans la transition énergétique qu'on est tous en train de vivre.
Aude, David, merci d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir à l'Atrium et puis de pouvoir échanger sur la thématique de l'hydrogène avec vous. Merci encore de l'invitation. Oui, merci beaucoup et toujours intéressant de parler d'hydrogène. Comme on vient de le découvrir, cette filière elle est en pleine expansion dans la région et que de nombreux projets sont en train de voir le jour actuellement. Ce développement, ça conduit évidemment à l'émergence de nouveaux métiers qui s'accompagnent par la mise en place de structures de formation qui devraient bientôt voir le jour et qui vont former des professionnels et des étudiants. Par exemple, le campus H2 Academy à Port-Jérôme accueillera dès la rentrée prochaine des étudiants en BTS. Vous avez écouté le 2e épisode des Micros de la Science, un podcast produit et réalisé à l'Atrium par Sciences Action Normandie. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode sur le thème de l'énergie solaire, à la découverte du potentiel énergétique de notre école.